débat. Je serai porteur de micro pendant un petit moment et après, je vous donne la gueule. Bonne soirée. Je vais vous faire combien de temps? Je sais pas combien. Vous avez à peu près 1 heure. Voilà. D'accord. Après 1 heure, je vous mets dehors. Voilà. Ok, c'est pas vrai. Il marche bien? Oui, oui, celui-ci marche bien, il faut bien le rapprocher de la bouche. Oui, oui, oui. Ok, donc merci à vous qui y restez. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un échange sur à peu près 5-10 minutes sur le film, au cas où vous auriez des questions. Alors bien sûr, je ne fais pas partie de l'équipe du film, donc je ne vais pas pouvoir vous renseigner sur le tournage, mais disons que si vous avez des questions un peu particulières sur le film, des choses qui vous ont surpris, et puis qu'ensuite donc, on puisse organiser cette conférence débat, d'une part en parlant des païens, de nos régions, voilà, parce que le chamanisme fait partie de tout ce que l'on appelle les païens, donc de nos fêtes. Il faut pas croire que nous arrêtons nos croyances. Je vous ferai aussi une différence entre croyance et religion. Je trouve que ça, c'est quand même très important pour que vous puissiez comprendre où on se situe. Voilà. Et puis aussi, bien entendu, quels sont nos rites, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et pourquoi est-ce que l'on est encore et toujours dans la guérison, et donc le reboutage, voilà, la médecine chinoise, comment tout ça, ça peut coexister, et aujourd'hui aussi les métiers qui sont issus de tout ça. Hein. On se donnera certaines catégories de métiers qui sont issus de tout ce reboutage et qui aujourd'hui sont enseignés dans les écoles et peuvent même être avec des diplômes d'État. Donc, vous voyez, c'est les ancêtres de tout ça. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous avez des questions par rapport au film, des choses qui vous ont surprise? Vous allez me laisser parler toute seule pendant 1 heure? C'est ça? C'est parti comme ça? Rien? Tout vous semble clair par rapport à ça? Oui? C'est bon? Bon, bah écoutez, s'il y a pas de questions sur le film, je propose qu'on aille très rapidement sur tout ce qui est païen. Alors, si on essaye de se faire un résumé, tout ce qui est païen, c'est avant les religions du livre. Vous voyez ce que c'est les religions du livre? Donc tout ce qui est la Bible, donc la religion hébraïque, la secte hébraïque qui est devenue religion catholique, et ceux qui se sont un peu révoltés contre tout ça, qui sont devenus les musulmans. Hein, parce qu'il se trouvait que la foi catholique s'était trop éloignée du dogme de départ. Donc tout ce que l'on appelle païen, ça veut dire que nous, on n'a pas de livre. Moi, je suis aussi de religion catholique. Hein, j'ai été élevée dans la religion catholique. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est comment on peut être élevé dans la religion catholique, à un moment donné la quitter, bien entendu, mais aussi comment ça peut coexister. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Donc, tout ce qui est païen, ce ne sont pas des religions dans le sens où vous l'entendez, parce qu'on ne croit pas en Dieu et on ne croit pas en quelque chose. Donc, on a des croyances, ça veut dire que l'on croit ce que l'on voit. C'est d'ailleurs ce qui nous est reproché par les religions du livre. Donc, nous croyons au cycle des saisons, par ici. Nous croyons à la lune. Vous voyez, on ne croit pas en quelque chose, on croit à quelque chose. C'est vraiment une différence fondamentale. Alors c'est vrai que dans la langue française c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que du coup, on n'adore rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment des choses différentes. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que comme nous croyons en ce que nous voyons, nous n'avons pas besoin de livres, parce que notre livre à nous, c'est la terre-mère, et donc c'est le livre de la nature. Donc cette alternance du jour, de la nuit, des arbres qui poussent, nous croyons que la nature, elle grandit, voilà. Et donc notre temple, c'est la nature. Résultat, nous n'avons pas besoin d'en construire. De toute façon, nous ne ferions qu'imiter la nature et en moins bien. Donc c'est pas la peine de s'embêter à construire un truc qui va brûler, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans cette optique-là. Nous n'avons pas donc besoin de temple, et notre premier temple, c'est notre corps. Donc, nous sommes sur des principes qui sont complètement différents. Vous voyez, les religions du livre, elles sont sur des dieux externes. Ça veut dire qu'on peut aller dans un endroit, par l'intermédiaire de quelqu'un, quelquefois, d'un curé, ou d'un imam, et que l'on peut faire des demandes. Et l'on va demander à quelqu'un d'extérieur, autant de gagner la guerre, hein, c'est comme ça que Clovis il est devenu chrétien,
mais aussi d'avoir des faveurs par rapport à des enfants, ou par rapport à des maladies, ou par rapport à des morts. Et c'est aussi ce qu'on voit très bien dans le film. C'est qu'en fait, elle accepte de devenir chamane parce qu'elle demande quelque chose. Et on voit que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc ça, ce sont des religions. Les religions du livre sont des religions externes. Hein? Le païen, tout ce qui est au niveau du païen, ce sont des religions internes. La différence majeure, c'est que nous ne demandons rien, nous sommes toujours en train de dire merci, et nous avons aussi conscience que c'est quelque chose d'alchimique. Ça veut dire que le travail de notre vie, c'est de nous transformer pour devenir quelqu'un d'autre, pour accepter notre incarnation, et que durant cette incarnation, nous sommes responsables du temple que nous habitons. Dans cet état d'esprit-là, nous ne pouvons pas nous droguer, ni boire en démesure, ni fumer en démesure, parce que nous sommes responsables de notre temple, et il n'y a absolument aucun Dieu externe pour aller dire « j'ai fait des conneries, je m'autodétruis, mais il faudrait guérir ». C'est pas possible lorsque l'on est sur un système de croyance interne. Vous comprenez bien la différence ? Vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Oui. En termes de guérison, on voit par rapport à l'eau et tout ça, on place ça où du coup? Alors, ça c'est intéressant ce que vous dites là, parce que si vous voulez, quand les premières religions du livre ont essayé de faire un peu la peau aux païens, on va essayer de se dire ça, les païens, il y a 36 000 croyances. Ça veut dire que si par exemple vous allez en Angleterre ou vous allez en Norvège ou vous venez ici dans le nord de la France, c'est pas les mêmes qu'en Espagne et c'est pas les mêmes qu'en Italie. Ça veut dire que bien sûr nous avons la croyance dans la force de l'animal, dans la force de la nature, mais dire que nous avons toujours les mêmes rites et les mêmes cycles, bien sûr que non. Par exemple, quand nous avons les 4 saisons, on ne fait pas les mêmes fêtes que dans les endroits où il y a 2 saisons. Déjà, tout simplement. Et dans l'hémisphère sud, les fêtes sont inversées. Ça veut dire que ce n'est pas Noël en plein été, non, c'est carrément les fêtes qui sont inversées, pour toujours suivre le cycle des saisons. Donc, si vous voulez, quand les religions du livre ont voulu imposer, notamment le christianisme, qui est aussi un système politique, parce que païen, ce n'est pas du tout un système politique, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont trouvé quasiment aucune résistance. Et donc, ils ont cru que c'était gagné. Il faut comprendre le pourquoi il n'y a pas eu de résistance. C'est parce que, honnêtement, comme païen, un dieu en plus, ça fait un truc en plus, ça peut peut-être être chouette. Vu qu'il y a des croyances multiples. La différence qui a été faite après, c'est qu'évidemment, les religions du livre, elles disent il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc le fait que nous, on en ait rajouté un à ce qui existait déjà, ça n'a pas été du tout du goût de la religion catholique et des autres religions du livre. Au début, ils n'ont pas compris. Et d'ailleurs, dans la Bible, vous l'avez de très bien expliqué, avec le veau d'or. Ça veut dire qu'ils ont, ils pensent que tout le monde est devenu chrétien, puis un soir, ils entendent du bruit, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la fête du veau d'or. Ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi le Dieu unique, dit unique, peut, pour nous, être juste un truc en plus qui peut être bien aussi, ma foi. Pourquoi pas? Hein? Donc, il n'y a pas du tout cette concurrence entre les croyances. Alors, tout ça pour répondre à votre question, dans le sens où ils se sont aperçus que les foi païennes, elles ne pouvaient absolument pas être éteintes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les grands lieux de culte païen ont été appropriés par les religions du livre. Alors, bien sûr, Lourdes, c'est plus récent, mais ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que c'est une source. Voilà, et ce sont des enfants qui ont eu des visions. Hein? Ici, plus près de chez nous, vous avez par exemple Sainte-Rita, aux alentours de Lille, hein, qui est aussi une source et où vous avez des guérisons. Les grands lieux de guérison païens ont aussi ce qu'on appelle le système de la Vierge Noire. Donc, lorsque par exemple vous allez à Chartres, vous avez la Vierge Noire. Lorsque vous allez à Bruges, dans l'abbatiale, vous avez également une Vierge Noire. On peut se poser la question notamment de qui est cette Vierge Marie qui trouve quand même moyen d'enfanter en étant vierge. Il faut se dire que ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. À partir du IIIe siècle, on s'est aperçu, surtout la religion catholique, qu'en fait,
elle n'arriverait pas à détruire les païens. Mais on y était quand même assez proche, avec notamment une destruction massive des femmes, qui s'est reproduite plusieurs fois dans l'histoire, parce qu'après on a essayé de tuer les femmes sorcières, qui sont aussi des païennes et qui sont des guérisseuses. C'est pas pour rien que je suis habillée en noir. On porte le deuil. Ça, peut-être que tout à l'heure, on pourra aussi en parler. Hein, voilà. Et là, ce qui s'est passé par rapport à ces événements-là, c'est que la grande prêtresse, elle a accepté de devenir chrétienne catholique pour sauver la vie des femmes. Et donc, elle est devenue la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est vierge de la religion du livre. Ça, c'est très intéressant. Et le culte marial, donc qui s'est répandu après, c'est la virginité du livre. Et bien entendu, là, tous les païens, comme la grande prêtresse avait été intégrée à la religion catholique, ont accepté de prendre la foi catholique tout en continuant d'être païens à côté. Voilà l'histoire. Donc ces vierges, lorsqu'elles sont sur des lieux de culte païen, sont noires. Et vous en avez une à Chartres, et vous en avez notamment une ici, comme je disais tout à l'heure, sur Bruges. Voilà, qui sont toujours des lieux avec de l'eau, bien sûr, mais aussi avec des pierres, hein, avec des mégalithes, avec beaucoup de granit, un peu comme en Bretagne, voilà. Et donc des lieux où il y a toujours des échanges entre le cosmos, la Terre, les profondeurs, donc pour nous les différents mondes, voilà, vu que vous l'avez vu tout à l'heure dans le chamanisme, pour nous il n'y a pas que la vue avec les yeux physiques, vu que nous sommes différents corps, nous sommes bien sûr un corps physique, mais nous sommes aussi un corps émotionnel, donc nous pouvons aussi voir avec les yeux du cœur, ça s'appelle l'amour, voilà, et nous pouvons bien sûr aussi voir avec les yeux mentaux et lors de voyages. Vous avez des questions par rapport à ça? Donc du coup, Lourdes ne nous pose absolument aucun souci. Au contraire, c'est très bien. C'est très bien. Si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre avec les païens, c'est que nous, un truc en plus, c'est super. Ça nous donne une chance en plus de culture, d'ouverture d'esprit, d'acceptation, de tolérance. Donc c'est tout sauf une fermeture. Hein, c'est ça la grande différence. Et du coup, comment ça se fait qu'ils ont intégré la Vierge Noire dans les édifices chrétiens? Oui, parce que là, on était sur des lieux de culte. Et sur les lieux de culte, la Vierge Noire, c'est vraiment pour attraper voilà, pour la grande prêtresse. Alors, c'est pas toujours su. Vous verrez quelquefois des Vierges Noires, vous pourrez vous dire, tiens, là, c'est un lieu de culte païen. Voilà. Et les lieux de culte chrétiens ont été faits principalement aussi sur des lieux de culte païens, parce qu'ils s'apercevaient qu'ils ne pouvaient pas les enlever. Par exemple, Carnaval, c'est le culte païen. Voilà. Donc, au mois d'octobre-novembre, il y a tout un endormissement avec la plus grande fête de l'année qui va être Yule, qui va être le 21 décembre. C'est pas pour rien que Jésus est né le 25, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à enlever Yule. Donc ils se sont dit, tout compte fait, on va grouper le truc et puis on va dire que c'est le Dieu unique. Hein, mais Yule continue toujours, est toujours très vivace et continue d'être fêté. Et donc à partir du mois de septembre-octobre, donc au moment des grandes marées, on commence un endormissement qui suit ici le cycle de l'automne. Cet endormissement, il a, pour les croyances païennes, un rôle très très important, parce qu'il nous permet de rentrer dans des phases de réflexion par rapport à tout ce que l'on a cumulé comme savoir depuis le printemps. Donc depuis le mois de mars, qu'est-ce qu'on a appris depuis le mois de mars jusque-là maintenant, et l'apogée va être donc le 21 décembre, où qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on fait de cet apprentissage, et on profite aussi des jours qui sont plus longs pour se replier sur nous-mêmes, un peu dans une tanière, et pour réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on va. Vous voyez, il y a un énorme travail d'introspection intérieure. C'est pas je suis en train de demander, je fais de la sophro, ou je fais du bien-être, ou tout ça, c'est à l'intérieur, il y a un travail alchimique pour pouvoir nous transformer et devenir la personne que l'on doit être sur le chemin de vie que nous avons à vivre actuellement. Des questions par rapport à ça? C'est bon? Bon.
Donc, sur côté européen, par ici, donc on a eu plusieurs phases. Comme je vous avais dit avant le film, il y a eu les Vikings. Hein. Mais avant les Vikings, on a eu les mégalithes, on a eu les Celtes, voilà. Donc les druides, hein, Astérix et Obélix, voilà. À partir du 7e siècle, les grandes invasions vikings. Et il faut savoir que les Vikings, ils sont allés jusqu'en Afghanistan. Et ils ont monté l'Escaut également, et ils sont quasiment arrivés à Tournai. Donc ils sont arrivés à Merville, ils sont arrivés vraiment dans le nord de la France, avec bien sûr ces croyances très vivaces. Pourtant, à l'époque, il y avait déjà la foi catholique, hein, qui avait un enjeu politique, mais eux, ils avaient faim, et ils se sont peu à peu implantés, et surtout en Normandie, où ils se sont beaucoup implantés, hein, en Normandie française. Ensuite, donc ça c'est vers le 7e siècle, et après on peut passer vers les années 1200, où là il se passe quelque chose d'assez troublant dans le Nord-Pas-de-Calais. Il faut savoir donc c'est l'époque de Saint-Louis. Il y a eu les grandes invasions barbares avec Gengis Khan. Donc si vous essayez de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau mongol, et c'était quand même des barbares, ils sont venus vraiment par ici, hein, ils se sont vraiment très fortement approchés. Et à partir de 1200, donc là c'est le fils de Gengis Khan qui règne sur la Mongolie, et le roi Saint-Louis décide, donc Louis IX, se questionne quand même de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet empire-là qui est très puissant, et puis aussi par rapport à des problématiques de commerce. Et donc il y a un moine qui se propose pour y aller. C'est le moine Guillaume de Rubruck qui est né à Cassel. Et si aujourd'hui vous allez dans le petit village de Rubruck, c'est toujours un village qui est en partenariat avec la Mongolie, où vous pouvez avoir la fête du Naadam, et c'est ce qui explique aussi qu'on a comment je dirais, pas mal de Mongols dans le Nord-Pas-de-Calais, qui sont installés, justement liés à Rubruck, et liés à tout ça, parce qu'ils sont tout prêts pour faire la fête tous les 2 ans. Voilà. Et comme ça, ils gardent aussi un lien avec leur pays. Donc, il a fait 2 voyages, la route de la soie, notamment, et sur ce voyage, il y avait déjà les catholiques, et il y avait déjà la foi musulmane qui avait commencé à s'implanter. Donc il ne s'est pas retrouvé uniquement au niveau des païens, et il y a beaucoup de relations économiques, mais aussi spirituelles qui se sont faites. Et donc à partir de cette période-là, beaucoup d'échanges. Vous voyez, il y a eu un apport des pays du Nord, et ensuite vraiment un apport de tout ce qui est mongol, et de tout ce qui est les croyances de Sibérie, de tout ce qui est les croyances d'Asie mineure, qui sont arrivées dans nos contrées. Ce qu'on peut essayer de se dire, c'est que par rapport au reboutage actuellement, ce sont des savoirs qui sont passés à l'oral. C'est uniquement une tradition orale. De l'autre côté de la Mongolie, sur la Chine et le Japon, là, on a très tôt un empereur qui a demandé qu'on écrive tout, et c'est devenu la médecine chinoise. Mais les origines sont les mêmes. Il y a un empereur qui a pris à bras-le-corps les décisions pour écrire. Nous, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé à l'oral, dans la pratique manuelle aussi, toujours avec une notion de secret. Il y a quelque chose aussi où il n'y a pas eu de problème pour s'approprier la foi catholique, dans le sens où aujourd'hui vous avez beaucoup de rebouteux qui font des prières à des saints catholiques pour faire leur guérison. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est ça, être païen. Il n'y a aucun problème à faire des prières qui sont de foi catholique. Vous voyez ? Moi, pareil, par exemple, on a la prière de Saint Charlemagne, donc c'est bien dit Saint Charlemagne, pour l'épilepsie, par exemple, qui fonctionne très très bien, avec bien sûr nos savoirs ancestraux. Je l'ai fait aussi beaucoup pour les animaux, quand on a des animaux épileptiques. Voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple. On n'a pas... il n'y a pas de frontière à la guérison, dans le sens où ce que l'on met, c'est l'intention. Des questions par rapport à ça ? Vous avez une définition de reboutage, précisément, par reboutage ? Alors, le reboutage, c'est tout ce qui concerne les rebouteux. Hein. Donc,
c'est une grande famille. C'est une grande famille. Vous avez toutes les thérapies manuelles qui ont donné aujourd'hui l'ostéopathie et chiropracteur. Vous avez les coupeurs de feu, qui sont une corporation qui quelquefois ne font vraiment que du coupage de feu, qui aujourd'hui peuvent tout à fait, les hôpitaux, les services des grands brûlés, connaissent parfaitement des coupeurs de feu et ils passent des coups de téléphone quand vraiment il faut. La médecine allopathique est parfaitement au courant. Voilà. C'est aussi des gens qui aident pour les cancers, pour tout ce qui est chimio, pour alléger la santé. Ils ont vraiment d'excellents résultats. Ça peut être autant des hommes que des femmes, peut-être un peu plus des hommes sur coupeurs de feu, parce que il faut reconnaître qu'il faut énormément de force pour aller chercher le feu, et c'est plus souvent des hommes quand même qui sont sur cette partie-là. Après, vous avez aujourd'hui la corporation des sages-femmes, qui est issue des femmes sorcières. Donc, quand on parle tout à l'heure du Moyen-Âge, il faut savoir que sur l'Europe, une population de 50 millions d'habitants, ça fait drôle par rapport à la surpopulation d'aujourd'hui, 50 millions d'habitants en Europe, 3 millions de femmes tuées. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est presque 1/10 de la population tuée. Pour actes de sorcellerie. Des vrais et des faux actes de sorcellerie. Donc, c'est ce qui explique aussi... Alors, bien sûr, les femmes étaient interdites de lire et d'écrire. La chasse aux sorcières, elle a été très très forte au moment de l'Inquisition. Donc, bien sûr, le poids de la religion catholique dans le politique. Mais aussi quand on a commencé la création des universités allopathiques. Ces universités sont parties du principe qu'il ne fallait pas interdire aux femmes d'entrer à l'université pour être médecin. Vous voyez, c'est quand même un bon plan, tout ça au Moyen-Âge. Voilà. Mais il y avait un petit hic, c'est que bien entendu, pour rentrer à l'université en médecine, il fallait savoir lire et écrire. Et comme par hasard, la femme étant impure, elle ne pouvait ni lire ni écrire. Ce qui fait qu'elle peut rentrer à l'université, mais en fait, elle ne peut pas y aller. Eh ben oui. De là, les médecins étaient donc des hommes. Il y a donc eu une prise de pouvoir par rapport à ça, et donc une vraie chasse aux sorcières. Les savoirs ont quand même perduré, ont réussi à être passés. Qui avait décidé d'interdire aux femmes de lire et d'écrire? C'est l'Église? Oui, l'Église. L'Église, oui. Oui, l'Église n'a pas fait de cadeau aux femmes. Faut pas... Les religions monothéistes n'ont jamais fait de cadeau aux femmes. Alors que les religions païennes, le centre du foyer, si vous voulez, de la connaissance, ça a toujours été la femme. Donc on est passé de sociétés matriarcales à des sociétés patriarcales. Voilà. Et il faut aussi savoir, donc dans ces 3 millions de femmes, il y a bien sûr eu des sorcières qui sont décédées, et des sorciers aussi, quelques-uns, la plupart sur dénonciation. Il faut savoir que c'est un réel système économique. Je vous invite à regarder ça un peu sur YouTube ou des ouvrages assez pointus à ce niveau-là, dans le sens où il y avait quand même eu pas mal d'hommes qui étaient morts à la guerre et de maladies. Et en fait, donc il restait pas mal de femmes. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes pouvaient hériter des hommes, et elles se sont retrouvées vraiment propriétaires de nombreux biens, et pour cause, les hommes étaient morts à la guerre. Donc la question était comment remettre ces biens aux hommes et spolier les femmes qui en fait avaient récupéré ça pas du tout par leur travail ni parce qu'ils étaient un homme, mais tout simplement parce qu'il était mort. Donc beaucoup de dénonciations. Toute cette barbarie, c'était un système économique complet, dans le sens où la femme devait payer son procès, elle payait le bois, elle payait les inquisiteurs, et elle payait le mec qui allait la tuer. Enfin bon, donc c'était un vrai système économique, et à un moment donné, c'était vraiment une industrie à grande échelle, et ça a été très compliqué d'arrêter ça, parce que c'était vraiment un système économique à part entière. Et ensuite, les biens revenaient aux hommes. Donc c'était très rentable, cette affaire-là. Heureusement, les savoirs ont pu continuer d'être passés. Voilà. Avec la religion catholique, qui a énormément, comment je dirais, quelque chose d'important dans les croyances païennes. Pour nous, il n'y a pas le mal. Il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. Il
Il n'y a pas un bon Dieu et il n'y a pas Satan qui est méchant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Vu que nous sommes sur une croyance interne, ça veut donc dire que nous avons notre conscience. Quand nous savons que nous faisons le bien, c'est pas du tout Dieu, ça n'a rien à voir avec ça, et nous savons parfaitement quand est-ce que nous faisons le mal. Et c'est pas Satan non plus. C'est nous. C'est la conscience de qui on est dans le monde dans lequel on vit et de notre responsabilité par rapport à notre terre-mère. Parfois, on peut faire du mal sans s'en rendre compte, comme l'éducation. Ah bah, vous savez, ça c'est les humains, hein. On peut dire oh, c'est pour ton bien et faire du mal à ses enfants, par exemple. Oui, les humains ont des sacrés problèmes, hein, je vais le dire comme ça simplement. Hein. Et ça relève aussi de la religion. Ah bah oui, ça relève de la religion, tout à fait. Tout à fait, ça relève de la religion, oui. Dans le monde païen, il y a quelque chose qui est dit, avant de toucher à quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, à un arbre ou à un animal ou à la terre, on doit se projeter 7 générations plus loin. 7 générations. Plus loin ou avant? Plus loin, bah avant, vous savez, le passé c'est le passé, hein, il s'est fait, hein, comme dit l'autre. Hein. On doit se projeter 7 générations futures. Je vous garantis que quand on est dans cet état d'esprit-là, eh ben, en gros, vous ne pouvez rien faire. Vous devez laisser la Terre dans le même état que vous l'avez trouvé pour votre descendant à 7 générations. Ça n'a strictement rien à voir avec le monde ici dans lequel on vit, où des parents font naître leur enfant et après ils se disent « Merde, je l'ai fait venir dans un monde de merde. » Ah bah ouais, bah oui. Ah, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'enfants. Si on réfléchit comme ça, à l'époque actuelle, ça veut dire qu'on n'a plus d'enfants. Oui, on est en surpopulation, effectivement. C'est un autre débat, mais c'est une réalité. Il y a une surpopulation humaine hyper destructrice pour le reste du monde. Les autres êtres de la Terre sont vraiment en train de pâtir de ça, et vous avez pas mal de peuples autochtones hein, qui disent justement, qui essayent de se battre, voilà, parce que l'arbre a une âme, l'arbre vit, l'animal vit, l'animal a une âme, et même si aujourd'hui les consciences s'ouvrent, hein, elles se rouvrent un petit peu sur le fait que là le monde humain a pu aller, et continue d'ailleurs, hein, d'aller beaucoup trop loin, voilà, mais il n'y a pas une projection, dans nos sociétés à nous, il n'y a pas une projection à 7 générations. Parce que quand on est dans une projection à 7 générations, on peut rien toucher, on ne peut pas construire quelque chose en pierre, on ne peut rien faire de tout ça. Tout doit être destructible pour redonner la Terre dans le même état. Voilà. Quelle génération on va laisser à ce moment-là? Pardon? Je dis quelle génération on va laisser? Parce que des gens comme nous, qui avons justement cette ouverture de conscience, on se dit, bon allez stop, on arrête les enfants. Oui, c'est le choix que j'ai fait, hein, vous savez. Les gens qui n'ont pas cette ouverture de conscience continueront à faire des enfants. Ah oui. Et c'est ces enfants-là qui n'auront pas non plus l'ouverture de conscience puisqu'ils n'auront pas appris, ils n'auront pas découvert par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs parents. Donc vous imaginez le monde qu'on laissera? Ce que j'imagine surtout, c'est que là, la Terre est en train de se réveiller. C'est quelque chose de formidable. Vous savez, l'incendie de Notre-Dame, ça veut tout dire. Qui c'est Notre-Dame? Je vous donne dans le mille, c'est la grande prêtresse païenne. Elle a commencé par brûler. Et depuis qu'elle a brûlé, regardez le bazar partout. Tremblement de terre, inondation, déluge, feu, fonte des neiges. Elle a donné le départ. Son feu est un symbole. Voilà. Je pense qu'on le verra, on commence juste à voir le début de ce symbole. On le comprendra dans les années à venir. C'est le début. Et donc, c'est pas ça qu'il faut construire. On n'a rien à foutre d'un bâtiment. Voilà. C'est pas nous qui décidons. Ben oui, non mais je veux dire, si vous voulez, le réel problème, il n'est pas dans la reconstruction d'une charpente ou de je sais pas quoi. C'est, voilà. Hein. Oui, c'est quelle leçon on tire de ça pour nous rappeler que nous sommes infiniment petits, mais que nous faisons aussi partie d'un tout, et que le tout, nous l'avons en nous. Hein. Nous sommes de terre, nous sommes faits de terre. Lorsque nous mangeons des légumes, les légumes, c'est la première transformation de la terre, ou les fruits, hein, et lorsque nous les mangeons, nous devenons la deuxième transformation des légumes. Pour ceux qui mangent de la viande, la viande animale, c'est donc la troisième transformation, et donc ceux qui mangent de la viande mangent la troisième transformation.
voyez? Mais tout n'est que terre. Tout n'est que terre. C'est notre mère. Voilà. Et donc nous sommes parfaitement reliés au cosmos par rapport à ça, dans le sens où nos croyances, c'est aussi de voir l'alternance du jour et de la nuit. Et il n'y a pas de bien et de mal. Le noir n'est pas le mal, le blanc n'est pas le bien. C'est pas comme ça. Pour pouvoir apprécier le jour, il faut avoir la nuit. Et pour pouvoir apprécier la nuit, il faut avoir le jour. Pour pouvoir apprécier le soleil, il faut connaître la lune. Et oui. Pour connaître le bonheur, il faut connaître la... Ah, vous faites des drôles de raccourcis. Je sais pas. Je sais pas, vous savez, il y a des gens qui sont contents parce que ça leur permet de se plaindre. Donc, moi, je fais juste ce constat-là de l'âme humaine. Hein. C'est une autre affaire. On ne peut pas nier que le mal existe. Non, il n'existe pas. C'est pas dans nos croyances à nous. C'est le libre arbitre, finalement, c'est l'humain. Oui. Par exemple, dans le film, quand Corinne doit se protéger justement contre les mauvais esprits, ça existe, le mauvais. Oui, mais ça c'est pas le mal, d'accord? Ça, c'est le mauvais mal. Non. Excusez-moi, mais non. Si vous voulez, dans le monde des esprits, donc nous avons trois mondes. Hein, nous, on est dans le monde du milieu. Il y a le monde d'en dessous, qui est le monde des morts, et le monde du dessus. Et si les personnes, les individus n'ont pas forcément tenu leur chemin de vie, ou comme ce qui était aussi expliqué dans le film, il y en a qui ont pu perdre une partie de leur âme, et d'ailleurs on le voit nous sur des animaux, moi je fais des passages d'âme, donc des passages d'âme pour les aider à partir, mais aussi pour les aider à revenir, parce que quelquefois malheureusement ils croient qu'ils sont morts, voilà, donc ils sont pas bien du tout, hein, on doit les aider à revenir et à reprendre conscience de leur vie sur Terre. Et bien là ce sont des âmes errantes, et comme elles sont perdues, elles peuvent s'accrocher, et notamment aux personnes qui voyagent. Hein, donc notamment aux chamans. Donc le chaman doit, et même les gens qui voyagent en général dans les autres mondes, doivent se protéger parce que c'est ce qu'on appelle avoir des transporteurs, dans le sens où ils sont perdus, et comme ils sont perdus, ils ne savent pas où aller, et s'ils voient un truc qui passe, paf, voilà, ils s'accrochent. Hein. C'est pour ça que les guérisseurs, on a souvent des nettoyages entre bouteux, et voilà. Mais si vous voulez, c'est pour se protéger des esprits qui sont en errance. Mais on ne peut pas dire que c'est le mal, c'est pas comme ça. Nous avons notre propre responsabilité quand on fait quelque chose ou quand on ne le fait pas. Et c'est trop facile de dire le mal c'est l'autre, quoi. C'est trop facile. Pour vous donner un exemple concret, c'est un peu facile de dire oui, le problème du plastique c'est Coca-Cola et ses bouteilles. Non, c'est le consommateur qui achète le Coca-Cola. Ben oui, parce que la puissance du consommateur à ne pas acheter sa bouteille de Coca-Cola, elle fera crouler Coca-Cola si on le décide, si chacun le décide. On s'aperçoit que là, l'individu, qu'il ait conscience qu'il fasse quelque chose de bien ou pas, à un moment donné, il a la tentation, hein, c'est curieux l'humain, et il va quand même vouloir sa bouteille de Coca-Cola ou sa canette de Coca-Cola. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça, on ne peut pas mettre la faute à l'autre. Voilà. On sait que l'humain est curieux et il a envie de profiter de quelque chose qu'on va lui proposer. Hein, voilà, c'est un animal curieux. Mais est-ce qu'être rebouteux, c'est un goût ou ça s'apprend? Alors ça se passe. C'est quelque chose qui se passe de génération en génération, enfin oui, de génération en génération et aussi par le travail. Et je ne sais pas si vous avez repéré, moi je ne me considère pas comme ça, je dis que je fais du reboutage, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, si les gens, c'est un peu comme les chamans, hein, si les gens vous qualifient de rebouteux, bon ben voilà, vous êtes qualifié de rebouteux, mais on pratique le reboutage. C'est plus après quelque chose que les autres vous attribuent comme compétence, comme savoir-faire. Et nous avons le devoir de le passer aussi, hein, de ne pas mourir avec. Donc, alors malheureusement, il y en a qui décèdent avec, voilà, mais sur notre chemin, nous devons trouver des personnes à qui le passer et des personnes qui vont se présenter à nous et à qui on va passer le savoir. Mais c'est un peu comme la chamane qu'on a vue tout à l'heure, hein, elle a quelqu'un qui s'est présenté, elle reconnaît en l'autre quelque chose et elle va pouvoir donc lui passer des compétences. Hein. Mais c'est comment en fait? C'est les personnes qui sont plus
Oui, qui vont arriver dans notre vie, oui, très, très certainement, qui vont arriver dans notre vie, voilà. Et puis après, c'est le parcours du combattant. Vous avez vu qu'elle est très têtue avec ses seaux d'eau. Bon, par ici, on ne veut pas voir les seaux d'eau, mais je peux vous garantir que vous tapez aux portes, on vous dit non. Enfin, voilà, c'est un vrai parcours du combattant parce que vous avez vu qu'elle porte une armure. Ça veut donc dire que c'est compliqué, c'est lourd à porter. Donc tout est testé avant pour savoir si vous allez avoir la force physique, morale, de rester dans le métier, de ne pas vous perdre dans le métier, de ne pas partir avec les savoirs, de ne pas, comment je dirais, être perdu par l'argent aussi. Hein. Nous avons tout un travail alchimique de purification de l'argent. Vous avez certaines lignées de reboutage où on dit que les gens ne peuvent pas être payés, par exemple. Voilà. Moi, ce n'est pas du tout la lignée de reboutage à laquelle j'appartiens. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'argent, on peut le purifier suivant ce qu'on en fait. Ça veut dire que l'argent, qu'est-ce que j'en fais ? J'achète une bouteille de coca avec ou pas ? Mais de la même façon. Et imaginons le rebouteux qui soit payé en je ne sais pas, en ce moment en citrouille. D'accord ? Bon, qu'est-ce qu'il en fait de sa citrouille ? Il la laisse pourrir ? C'est pareil que qu'un mauvais usage de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait du cadeau qu'il a reçu de la terre ? Donc, si vous voulez, l'argent lui-même n'est pas un problème. C'est qu'est-ce que l'on fait de ce que l'on a reçu pour, au niveau alchimique, transformer à nouveau ça. Et donc, ça veut dire être dans notre chemin de vie et être dans le respect de terre-mère. C'est toujours ça, voilà. Et plus il y a cette purification-là, plus effectivement, je ne sais pas comment dire ça, mais les capacités sont fortes à pouvoir voir très rapidement où est le problème physique, ou émotionnel, ou mental, et aider, donc moi c'est les animaux, et faire que l'animal rentre très très rapidement dans le soin, hein, sachant que je pratique aussi la communication animale, donc là on est carrément en télépathie avec l'animal, voilà, et que l'animal veut guérir avec un G majuscule, hein, voilà. En sachant que la véritable guérison, la vraie guérison, c'est lorsqu'on meurt. On ne guérit pas sur terre, on guérit dans la mort. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas non plus pour nous de crainte de la mort. Et pour nous, sauver la vie, c'est quelque chose d'hyper grave, parce que ça veut dire qu'on prolonge notre gestation ici. C'est hyper grave. Ça veut dire que, par exemple, un enfant, il a 9 mois de gestation, d'accord ? Et là, comme on lui sauve la vie pendant sa gestation, il va avoir 12 mois ou 13 mois de gestation. Moi, je ne veux pas 12 ou 13 mois de gestation, hein, je veux juste 9 mois. Hein. Vous voyez ? On n'est pas non plus dans un système qui permet l'allopathie ou qui accepte l'allopathie. Mais quelqu'un qui a un enfant qui vient de naître, qui est très malade, vous pouvez pas reprocher aux parents. Ah, mais je reproche rien. Je dis simplement. Leur enfant. On ne peut pas dire aux parents, c'est comme ça, laissez mourir votre enfant. Mais vous savez qu'il y a des sociétés où c'est fait. Oui, mais je sais. Eh bien oui. Donc, si vous voulez, est-ce que ça, c'est un comment je dirais, c'est un système de valeurs qui aujourd'hui, l'allopathie permet la surpopulation et le monde où l'on est quand même. Sans allopathie, on serait quand même moins nombreux, avec beaucoup plus de respect pour la Terre. Ça, il faut être clair. Vous rejetez l'allopathie en bloc ou alors, parce que vous dites que finalement les païens vivent avec plein de croyances, donc l'allopathie peut en faire partie. Est-ce que... Oui, c'est une croyance que moi, personnellement, moi je suis à 0 allopathie. 0. Et il est hors de question d'en recevoir. Hein. Il est hors de question. Ni d'en prendre, ni d'en recevoir. Ouais. Pourtant, c'est une croyance en plus pour les païens. Et donc, non, si vous voulez, c'est pas une croyance, parce que là, c'est la prise d'un produit chimique. Et il faut savoir que nous, on est quand même contre les drogues. Hein. Et là, au niveau drogue, bonjour, hein, c'est costaud. Avec de très, très... si vous regardez sur vos médicaments, la liste des contre-indications, elle est plus longue que votre liste de prescription quand même. Donc, pensez bien qu'il est hors de question qu'on prenne des médicaments comme ça. Et l'homéopathie ? Oui, tout à fait, oui. Et même pour les animaux, on soigne beaucoup en homéopathie. Moi, je suis aussi en cabinet vétérinaire. Hein. Donc,
on soigne beaucoup avec de l'homéopathie, effectivement, avec des huiles essentielles, avec des plantes, avec des techniques manuelles. Voilà, il y a tout ça, si vous voulez. Et puis après, chacun fait comme il peut ou comme il doit, ou voilà. Mais on est quand même assez nombreux à refuser tout en allopathie, ouais. Et à avoir les papiers qui vont avec, en espérant, dans nos sociétés où l'on vit, que si vous avez quelque chose de grave, qui ne réanime pas de force, par exemple, parce qu'on est contre ces choses-là. Et après, il y a des gens, vous y connaissez en plantes et tout ça, certainement. Les gens comme nous, ah ben tout a été, si vous voulez, tout a été fait pour que vous n'y connaissiez pas. Tout a été fait pour ça. L'objectif de l'allopathie, voilà, on sort un peu du débat, mais il y a quelque chose de vrai, c'est de vous tenir client de la naissance à la mort et que vous rapportiez à un système subventionné par des prises sur fiche de paye de sécurité sociale. Il faut être clair quand même. Et que vous alliez crever au milieu de vieux qui puent dans un EHPAD, tout le monde s'en tape. L'important, c'est que vous rapportiez jusqu'au dernier jour. Voilà. On n'est pas du tout sur le même monde de conception de vie. Pas du tout sur le même monde de conception de vie. L'éducation ne se fait pas dans la crainte de la mort. Voilà. Dans ce film, vous avez aussi vu quelque chose d'assez intéressant, c'est que, vous voyez, elle a fait une transe, elle va tout de suite être accompagnée dans les sociétés chamaniques, il y a tout de suite un accompagnement chez les Indiens d'Amérique, voilà, tout de suite. Dans nos systèmes à nous, la personne, elle a fait une transe, allez hop, Prozac et j'en passe. Elle est folle, internement. Donc il faut savoir que dans nos sociétés à nous, vous avez des grands chamans qui sont en hôpital psy. Ah, bien sûr. Et bien sûr. Alors qu'ils ont un rôle fondamental d'accompagnement et de guérison. Chez nous, ils sont enfermés quand même. Vous voyez la différence de choses? De toute façon, je pense que même quelqu'un qui fait une dépression ou un burn-out, moi je suis sûre que c'est des gens dont le corps a besoin de s'exprimer. Ah oui, bah les mots, bien sûr, les mots sur les mots. Il a besoin de s'exprimer et à partir du moment où on n'écoute pas son corps, je pense que c'est comme ça que... Ah mais le corps, si vous voulez, le corps n'est que le révélateur. Nous si vous voulez, c'est ce qui est dit au niveau de tout ce qui est reboutage, de tout ce qui est médecine chinoise, c'est un mot sur un mal. Voilà, les mots mal mix. Hein. Donc ça veut dire que le corps physique n'est qu'un révélateur d'un état émotionnel ou d'un état mental dysfonctionné. Et à un moment donné, l'état émotionnel ou mental devient tellement fort que, par exemple, on va prendre un exemple simple, quelqu'un qui ne veut pas être sur son chemin de vie, qui sait qu'il doit avancer dans sa vie, mais il ne veut pas avancer dans sa vie, il va très souvent faire des entorses et puis il va finir plâtré à l'hosto, là il va avoir le temps de réfléchir. Hein. C'est tout clair. C'est tout clair. Voilà. Me dire au contraire, pourquoi cette volonté de avoir des traces écrites? Je crois que c'est l'histoire qui veut ça. Il ne faut pas oublier que par ici on a été maltraités. Vous avez les grandes sociétés, les Indiens d'Amérique du Nord ou les peuples mongols, sont des peuples d'histoire orale. Ici, on est dans une société d'écrit, mais le problème, c'est qu'on a été pourchassés et chassés. Ça ne donne pas envie d'écrire, hein, quand même. Hein. Ah, c'est pas notre but. Honnêtement, c'est pas notre but. C'est pas, c'est d'être dans le travail, et après, chaque individu peut s'éveiller les consciences. Vous voyez, comme vous venez, comme là, voilà, vous êtes venu éveiller votre conscience, mais j'ai presque envie de dire, c'était pas mon but, c'était pas mon objectif, et je suis très contente que vous soyez là, mais c'est bien vous qui faites ce travail-là sur vous. J'y suis strictement pour rien, et je trouve que ça c'est important, parce qu'on ne tire pas de gloriole à quelque chose qu'on a, c'est pas mon objectif, donc je ne vais pas être fière de ce que j'ai fait pour vous. Ce que vous faites là pour vous aujourd'hui, c'est vous qui pouvez être fiers de ce que vous faites pour vous. Je trouve ça c'est fondamental. Ça veut dire qu'on a un énorme travail sur l'ego. Hein, autrement, on ne peut pas rester dans le métier. J'ai envie de dire, les compétences et les capacités partent
si on ne travaille pas notre ego. Parce qu'à un moment donné, on est trop centré sur soi au lieu d'être un canalisateur d'énergie pour la guérison. Voilà, ça c'est important aussi dans le cheminement personnel. Dans le cheminement personnel. Ouais. Mais pour pouvoir faire votre métier, on faut commence quand même que vous ayez confiance en vous et en votre... Ah oui, autrement je ne serais pas là. Voilà, donc c'est pas évident de ne pas être dans l'ego, mais tout en ayant cette confiance en soi pour pouvoir... Ah, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que vous avez confiance en vous que vous devez être dans la gloire et moi je et machin. Enfin bon, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui me connaissent. C'est pas parce que je suis très contente de parler devant des grandes salles et voilà, parce qu'il y a un message à passer pour le fait que les animaux nous aident dans la guérison et dans cette guérison animale qui n'est pas forcément allopathique et puis aussi dans la guérison par les plantes. C'est pas pour ça qu'on a un ego. Franchement, j'ai rien d'un homme politique, hein, je vous garantis. Hein. J'ai absolument pas l'envie de me présenter à une quelconque élection. Hein. C'est vraiment pas mon truc. Hein. Vous voyez, on n'est pas là. Hein. Pourquoi vous ne soignez plus animaux Parce que je les aime. Mais l'homme est un animal à la base. Bah oui, mais vous venez d'avoir ma réponse, parce que je les aime. L'homme est un animal aussi. Oui. Donc ça peut passer l'animal-là. Bah, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, oui. J'appartiens à une espèce extrêmement destructrice, je suis solidaire par voie de fait de ce que mon espèce fait, dire que j'appartiens à l'espèce humaine, j'en ai extrêmement honte, une très très grande honte. Il faut qu'on soit dans l'amour incommensurable pour pouvoir être dans le soin, je n'y suis pas. Je n'y suis pas pour mon espèce. Donc on ne peut pas soigner quand on n'est pas dans l'amour incommensurable. Moi, je peux pas accepter de soigner une espèce qui, par exemple, qui n'aime pas la puce, ou qui n'aime pas un tic, ou qui rentre chez elle et écrase une araignée, ou a peur d'une souris. Je suis incapable de soigner une espèce comme ça. C'est pas possible. Sans parler des dégâts qu'ils font à côté. Hein. Mais je ne peux pas ça. Ça veut dire que là, je dois poser les mains pour soigner quelqu'un, et en rentrant, la première chose que vous faites, c'est « Ah, une araignée, je l'écrase !» Attendez, moi, je peux pas être d'un amour incommensurable pour quelqu'un qui va pour un meurtrier. C'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Mais pourtant, il y a des humains souffrent. Ah oui, ça c'est... hein? Et on fait quoi alors? Ah ben, ça, c'est pas avec moi. Vous avez du reboutage humain, hein? Vous avez des soigneurs humains. Hein? Et donc, voilà. Mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience de qui on est et qu'à côté, on a l'innocent qui souffre et l'innocent n'est pas l'humain. Hein? L'innocent, c'est l'oiseau, c'est l'abeille, c'est l'herbe, c'est le caillou. C'est la terre. Il ne faut pas se tromper d'innocent. Moi, c'est l'innocent qui m'intéresse. Il y a des cultures quand même indiennes qui ont des projections de vie divine, qui protègent l'humain, qui protègent la nature, qui protègent l'âme, qui protègent... Qui ça? Qui vivent des cultures indiennes. Par exemple, en Inde, il y a des civilisations comme ça, des populations qui ont des objectifs de vie divine. Ah, ils peuvent, oui. Et donc, qui protègent à la fois leur environnement, les humains, ou même eux-mêmes. Oui, ils peuvent. L'humain n'est pas que... Ah non, mais de toute façon, vous avez des rebouteux, vous avez de nombreux rebouteux qui ne font que l'humain. C'est très rare, les rebouteux qui ne font que les animaux. Je peux vous dire, je suis un cas. Je suis un cas, oui. Parce que, et en plus, je vais même vous dire mieux, si je me laissais entraîner, j'aurais même plus de temps pour faire les animaux. Tellement j'ai du monde par l'humain et par le fait qu'ils soient tellement centrés sur eux qu'ils ont du mal à comprendre que je fais que les animaux. Je dois même lutter. Si je me laissais aller, mon planning il est plein d'humains. Ça ne m'intéresse absolument pas, je travaille pour les animaux. Vous savez, c'est comme si vous demandez votre vétérinaire, vous n'allez pas le voir quand votre gamin il y a un rhume. Ben, c'est exactement la même chose. Moi, je travaille en cabinet véto. C'est toujours très drôle, si vous voulez, comme questionnement. C'est toujours très drôle. Parce qu'au vétérinaire, quand vous allez faire un vaccin pour votre chat, vous ne lui emmenez pas le gamin parce que c'est la même date. Eh ben voilà, c'est pareil. Moi, quand on vient me faire soigner le chien pour une sciatique, pourquoi l'humain il me dit, vous savez, moi je me suis tordu le pied. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas mon métier. Pour sauver un
animal, parce que c'est des Oui, d'ailleurs, j'oriente. Oui, oui. Là-dessus, je vous rejoins parce que on ne peut pas laisser un animal en détresse parce que quelquefois, ils sont tellement bons qu'ils prennent la pathologie de leur humain. Donc, bien entendu que ça, quand on s'en rend compte dans le soin de l'animal, et puis aussi en communication animale, en télépathie avec l'animal, parce qu'ils nous racontent en fait ce que leurs humains ont quelquefois, donc automatiquement, boum, on se retrouve avec ça. Bien sûr qu'on a un carnet d'adresses où on oriente, hein. C'est évident. Hein. Ah, vous l'orientez donc? Ah oui, 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 oui. Oui, on oriente. Oui, je ne fais pas, mais on oriente. On oriente vers des médecins, on oriente vers des rebuteux humains, on peut orienter vers des passeurs d'âme pour les humains, parce que je ne fais pas les passages d'âme pour les humains, mais on va pas les laisser comme ça. Si par exemple, voilà, ça arrive assez, peut-être un peu plus fréquemment avec les chats qu'avec les chiens, mais on a des chats qui nous disent que dans la maison, ils voient encore les personnes décédées, les grands-parents, la voisine, enfin bon. Et que tout ça, ça perturbe la famille, que la famille tombe malade, enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, bah, on envoie vers des passeurs d'âme humains, vers des géobiologues notamment. Hein, tout ce qui est nettoyage de maison sourcier, ça a donné le métier aujourd'hui de géobiologie. Voilà. Hein. Non, on laisse pas comme ça, on oriente quand même. Enfin, moi, j'oriente. Voilà. Après, on est très peu à faire que les animaux, on est très peu. Je connaissais le passage d'âme des morts dans leur monde. Je ne connaissais pas le passage d'âme de l'autre côté. Si, c'est exactement aussi ce qui est expliqué dans le film, et je trouve que c'est très bien parce que celui-là, on en parle peu. Mais quand il y a un très gros traumatisme, par exemple, un chien qui a eu un accident de voiture, hein, il peut avoir eu tellement peur qu'en fait, il croit qu'il est mort. Et donc, évidemment, le corps continue de fonctionner en automatique. Donc, pipi, caca, manger, mais un regard assez terne. Et puis, par exemple, beaucoup moins amical, des terreurs nocturnes avec des aboiements, le fait d'avoir peur alors qu'avant, il n'avait pas peur comme ça. Le fait aussi, par exemple, de se faire attaquer par les autres animaux, alors qu'avant, il ne se faisait pas attaquer. Et pour cause, les autres animaux voient qu'il est un peu un mort-vivant. Donc du coup, ils l'attaquent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc là, on a pas mal de passages d'âme. Allez, par semaine, bon, je travaille beaucoup, hein, ça ok, mais par semaine, je fais à peu près entre 5 et 10 passages d'âme. Ouais. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Je suis surprise aussi du nombre. Hein. Partout. Hein. Moi, je peux avoir des clients au Canada. Voilà. Si vous voulez, je travaille beaucoup par téléphone, par télépathie. Donc, mais j'ai beaucoup de passages d'âme. Moi-même, j'en suis surprise. Hein, voilà, quand je fais les statistiques. Parce que si vous voulez, en fait, les gens vont m'appeler pour un changement de comportement. Parce que l'animal a toujours peur. Parce que maintenant, il se fait attaquer. Ou bien parce qu'il ne reconnaît plus quelqu'un de la maison. C'est son maître, mais il ne le reconnaît plus. Donc, qu'est-ce qui se passe quoi? Depuis l'accident, il ne reconnaît plus sa maison. Enfin, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un passage d'âme. Ah ben c'est de la télépathie. C'est de la télépathie. Ça veut dire qu'on traverse les mondes, comme ce que vous avez vu là dans le film. On traverse les mondes, oui. Rien qu'une photo, hein. Moi, une photo et un nom, et hop, ça y est, c'est parti, quoi. Et, donc, oui, c'est une transe, oui, c'est une forme de transe. On est en télépathie quand ils sont vivants, et on est en médiumnité quand ils sont décédés, oui. Ouais. Après, pour nous, ça ne fait pas beaucoup de différence. On franchit, si vous voulez, quand on est en télépathie, on reste dans le même monde. Voilà. Et quand on est en médiumnité, là, on change de monde. Voilà. Donc là, on franchit la porte quand on est en médiumnité. Ouais. Et à vous, c'est des images qui viennent? Tout. Les ressentis physiques. Voilà, je pense qu'il y en a qui m'ont déjà vu travailler ou tout ça. J'ai des ressentis physiques, émotionnels, mentaux. Je peux pleurer, voilà, je peux avoir très mal. Voilà, et puis après, on redevient normal. Hein, voilà. Ça se travaille. Ça se travaille. Alors en médecine chinoise, c'est la télépathie et la médiumnité, c'est les niveaux 4 et 5 de la médecine chinoise. Donc pour nous, c'est intégré aux soins, donc c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis après, la communication animale, bien évidemment, on peut la retravailler en faisant des stages et tout. Et voilà. Et puis aujourd'hui, je suis formateur aussi en communication animale. Mais si vous voulez, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Voilà. C'est la même famille que les voyantes. Hein. C'est la même famille que les voyants. Ouais.
Ah bah c'est de la voyance, la télépathie. Votre voyante, elle est en télépathie. Elle est en télépathie quand vous posez une question à quelqu'un de vivant, elle est en médiumnité si la personne est décédée. Comme la chamane que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Quand c'est la guérison de quelqu'un de vivant, c'est de la télépathie, et autrement, c'est de la médiumnité. Ce sont des guérisons sur d'autres corps que le corps physique. Ouais. Oui, enfin des âmes, des êtres, hein, ouais. Oui, il faut faire des nettoyages. Vous le ressentez comment? Après, pareil, hein, voilà. On a nos protections, d'accord. Ça, là, c'est les pierres de soin, là, c'est les pierres du voyage. Donc, c'est une autre, c'est peut-être moins visible que la chamane, mais on se fait aider, on a nos pierres de protection. Ça c'est clair. Là aussi, hein, vous voyez, il y a des pierres de protection. Mais la terre nous aide, et puis effectivement, on peut sentir des attaques, on peut sentir des choses, oui. Il faut se faire nettoyer régulièrement. Enfin, de toute façon, les systèmes de guérison que nous avons sont des systèmes de prévention. Donc ce ne sont pas des systèmes où on attend d'avoir fait le con et d'être malade pour se dire waouh, j'ai une entorse, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas avoir d'entorse. Voilà. Et comment on est responsable de notre santé. Donc ça veut dire que, par exemple, en médecine chinoise, on a au moins une séance de médecine chinoise par an. Voilà. En entretien, plus du sport, plus la nourriture, plus tout ça. Je vais vous dire un truc bête, mais par exemple, on ne doit pas prendre de poids. On ne peut pas prendre de poids. Voilà. On doit être mince, et musclé et sportif. Ça fait partie de notre respect pour notre temple. On ne peut pas se laisser aller. Voilà. Et si on se laisse aller, comment on peut dire enfin dans mon cas, à un animal, tu sais, il faut que tu te bouges, il faut que tu sortes de ton panier, il faut que tu arrêtes. Hein? Comment je peux dire ça à l'autre si moi je ne suis pas capable de le faire? Voilà. Vous voyez, c'est une dynamique différente. Voilà. Un autre monde. Je ne sais pas s'il est plus grand, mais il est autre. Oui. Si vous voulez, là, on l'a vu aussi, donc elle soigne avec le loup. Hein, c'est le premier animal, c'est probablement son animal totem. Donc, son animal spirituel, c'est probablement l'animal qu'elle a vu en premier. Effectivement, on soigne avec l'animal qui nous accompagne, avec la force de l'animal qui nous accompagne. Ensuite, on a les esprits des animaux qui nous guident et qui nous permettent, mais on a aussi les arbres, hein. On a aussi la force des arbres qui est avec nous dans la guérison. Hein. Quand on travaille avec la force du chêne, voilà, quand on travaille avec le cassis, quand on travaille avec l'aubépine, les structures de ces plantes qui sont complètes, qui ont à la fois le poison et l'antipoison dedans, à l'inverse des médicaments allopathiques. Le médicament allopathique, il a juste pris une portion. 70% des médicaments allopathiques sont tirés des plantes. Quelquefois, ils n'aiment pas les plantes, mais enfin, les toubibs, ils oublient ça. Hein. Mais en fait, ils ont tiré la substance utile de la plante. Sauf que, qu'est-ce qui fait que la plante n'est pas... Elle est juste médicament, mais non toxique? C'est le fait que dans la plante en elle-même, elle a son contrepoison. Et nous, on travaille ce qu'on appelle avec le quantum, donc avec les plantes complètes, pour justement ne pas être dans les contre-indications. Et ne pas abîmer. Soigner, ça ne veut pas dire abîmer le foie, ça ne veut pas dire je te donne un médicament pour les reins, mais tu sais, tu vas devenir cardiaque dans 3 ans, c'est chouette. Hein, voilà. Donc, nous, on n'est pas là-dessus. Donc, ça veut dire que notre connaissance des plantes, elle est aussi sur le contrepoison qui est à l'intérieur de la plante pour amenuiser les contre-indications du principe actif qu'il y a dedans. Et on travaille beaucoup avec ça. Voilà. C'est quelque chose
de beaucoup plus respectueux et qui est efficace. Qui est efficace. Moins que l'allopathie si vous voulez sauver une vie. Ça c'est clair, parce que comme nous, on ne veut pas la sauver, automatiquement, on n'a pas non plus cette ambition-là. Hein, vu qu'on est dans le respect aussi de notre temps de mort. Hein, donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Mais effectivement, les animaux nous aident dans la guérison. Ouais. Et vous avez, maintenant, avec les réseaux sociaux, je pense que ça se propage un peu. Vous avez des cercles de tambours, vous avez des cercles de femmes, vous avez quand même pas mal de... alors, dans tout ce qui est les rebouteux, et justement, on parlait des plantes, vous avez un métier aujourd'hui, c'est naturopathe. Naturopathe, c'est quoi? C'est les sorcières qui savent s'occuper de la phytothérapie et des plantes. Aujourd'hui, elles peuvent aller à l'école et apprendre en naturopathie. Voilà, ou en herboriste. Hein, bon, en France, herboriste, plutôt le métier interdit, n'est-ce pas? Ça fonctionne tellement bien que l'allopathie interdit de le faire. Voilà, comme souvent ce qui fonctionne bien est interdit. Hein, comme l'argent colloïdal, voilà, on a des produits très anciens qui fonctionnent bien, on s'aperçoit que les labos essayent à tout prix d'en interdire. Donc c'est bien la preuve qu'ils ne veulent pas que vous guérissiez, vu qu'ils en interdisent l'usage quand ça fonctionne trop bien. Comme les semences anciennes. Hein? Comme les semences anciennes. Oui, voilà. Donc, mais comme certaines souches d'homéopathie, mais heureusement, c'est gardé bien à l'abri et voilà. Voilà. Mais ils essayent effectivement de tout détruire. Ouais. Sur ces belles paroles. Ça laisse pas beaucoup d'espoir. Quand on parle comme ça laisse pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais peut-être que ça laisse beaucoup d'espoir sur la Terre, pour la Terre, parce que la Terre est en train de se réveiller. Donc moi j'ai bon espoir au contraire, parce que la Terre est en train de se réveiller, elle est en train de se rebiffer, elle est en train de dire qu'elle en a ras-le-bol et qu'elle a encore de la force et qu'elle est en train d'œuvrer pour sa survie. Et ça, moi, ça me touche énormément. Voilà. Après, si on prend d'un point de vue égoïste, effectivement, les humains peuvent s'inquiéter. Bon, enfin bon, ça c'est une autre affaire. Hein. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la Terre et l'ensemble des êtres qui aujourd'hui sont détruits et qui là, voilà, vraiment sont dans la souffrance et ont peut-être là une chance avec Terre qui se réveille d'échapper quand même un peu à certaines choses. Voilà. Il y aura encore beaucoup de souffrance aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut aider les animaux et les plantes. Hein. C'est pour ça qu'on est là à essayer d'aider les animaux et les plantes un maximum. Vous aidez les plantes également? Les plantes, oui, également. De toute façon, on est en communication avec elles. Et puis, bien sûr qu'on les a elles sont aussi notre base du soin, hein, ça faut pas l'oublier, comme les abeilles. Donc, bien sûr qu'on a beaucoup d'intentions et beaucoup de préoccupations pour les plantes, pour les semences, pour les abeilles, pour tout ça. On a une très grande préoccupation. On se demande aussi ce que nos produits phytothérapeutes vont devenir. On se questionne beaucoup par rapport à ça, sur les qualités du miel, les qualités de la plante, les qualités de nos huiles essentielles. Prenez les huiles essentielles françaises, voilà, elles viennent beaucoup de la Drôme. C'est pas compliqué, vous avez 15 centrales nucléaires, 15 sites nucléaires dans ce coin-là. C'est quoi les qualités de l'huile essentielle quand vous êtes au milieu d'un truc pareil? Je sais pas. Donc on se questionne énormément. Jusqu'il y a encore 30 ans, je vous donne un exemple. Moi, on remontait des chiens beaucoup avec de l'huile de foie de morue. Voilà, par exemple. Ça fait 30 ans que je ne donne plus d'huile de foie de morue. Bon, par quoi on remplace ça? Voilà, parce que l'océan, c'est une véritable poubelle. Depuis 30 ans. Et que le foie, c'est l'organe qui trie. Voilà. Donc ça veut dire que quand vous donnez le foie, vous donnez la poubelle de l'animal. Et vous tirez de l'huile de ça, en faisant un médicament. Donc c'est plus un médicament. Si vous voulez qu'il sorte de pur d'une poubelle, il sort de pur d'une poubelle, c'est de la poubelle. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est aussi obligé de faire évoluer nos traitements. Et ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut plus donner. Enfin, que moi je ne donne plus. Il y a des plantes qui sont quand même bonnes pour le foie, quoi, je veux dire. Ah ben oui, enfin, elles sont bonnes pour le foie, il faut quand même se dire qu'elles ont de l'eau avec des métaux lourds, qu'elles
elle pousse dans un milieu pollué. Voilà. Donc, qu'est-ce qui sort de là? Est-ce qu'on a encore la totalité de principes actifs purs? Oui, il faut se questionner sur certaines plantes. On donne du plomb, on donne tout ce qu'on veut, mais c'est pas de la plante. C'est plus de la plante. Donc oui, on se pose des questions sur la phytothérapie. Oui. Moi, je m'en pose énormément dans ma pratique quotidienne. Sur l'origine des plantes, sur où, sur comment, est-ce que c'est celle-là que je dois donner à ce moment-là? Voilà, pour faire simple, là, nous, on fait toujours des récoltes de rumex. Hein. Donc c'est une plante invasive des pâtures. Pour ceux qui ont les chevaux, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. C'est une plante magnifique pour tout ce qui gère l'emphysème. Voilà, c'est vraiment une belle plante. On récolte aussi la grande consoude. Bon, heureusement, la grande consoude, on a pu la récolter avant le brisol. Mais là, moi, cette année, je n'ai pas récolté de rumex. Et au printemps, je ne sais pas si je vais récolter du rumex. Cause du brisol. Parce que comme ici, on s'en est pris plein la tronche. Et je ne vais pas aller donner de l'arsenic quand je fais une prescription de rumex. Donc, qu'est-ce que je vais donner pour les cas de rhume, de grippe et d'emphysème des chevaux cet hiver? Je ne sais pas. Je ne sais carrément pas. Voilà. On s'adapte, hein. On essaye. Hein. On entend beaucoup parler de Reiki en ce moment. Oh là là. Oui. Bah voilà, vous avez ma réponse. Voilà. Ah oui, pourquoi? Bah, je sais pas ce que c'est. Vous savez, ça me. On a parlé tout à l'heure brièvement du fait que moi je ne porte même pas le nom de rebouteux. Je ne suis pas digne de ça. Vous comprenez? De notre travail sur l'ego. Voilà. Et là, je sais pas, j'ai des champignons qui poussent avec des mètres partout. Ouais, bon. Ça me questionne. Ça me questionne. Elle est où l'humilité, là? Ça me questionne énormément. C'est un peu un magnétiseur. Ah non, parce que je vous garantis qu'il n'y a pas de maître magnétiseur, il n'y a pas de machin comme ça, avec des générations, des trucs spontanés qui naissent comme ça. C'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Donc, comme je ne sais pas, je dis je ne sais pas, et ça me questionne énormément sur l'ego. Je pense pas que ce soit une question sur la féminité ou de l'ego, en fait. Je pense que tout le monde a ses capacités. Ah bah, allez-y, hein, si ça vous dit. Hein. Non, Moi, je c'est pense pas qu'il y ait de dons et je pense pas qu'il y ait des gens qui... Ah, c'est pas ça que je dis. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Comme par exemple, quand on parle de communication animale, je suis toujours très très claire, ça n'est pas un don et ça s'apprend. Voilà, parce qu'on a tous la pinéale, donc ça s'apprend. Voilà. Après, le magnétisme, tout ça, je pense que tout le monde a le don. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas de ça dont je parle. C'est de la transmission, ces espèces de maîtres illuminés comme ça qui sortent de je sais pas où. Et il faut savoir aussi que l'intention pour le soin ne suffit pas. Il y a des protocoles. On travaille avec les astres de jour, on travaille aussi avec les astres de la nuit. On doit absolument savoir moduler la fréquence et les taux vibratoires des énergies. C'est pas une petite affaire. Voilà. Et dans le Reiki, pour faire simple, je te balance la patate, et puis l'autre en face, il a reçu tellement d'amour qu'il va savoir où ça doit aller. Ça, je peux vous dire, c'est pas du tout ce que nous, on apprend en médecine chinoise, et c'est pas du tout ce que j'ai appris en reboutage. Donc, on peut pas juste dire, je t'envoie un cadeau, et puis l'autre, il met le cadeau où il a besoin. C'est bien, bien plus compliqué que ça. Donc, du coup, je comprends pas trop. Honnêtement, je bosse 60 heures par semaine, je n'ai pas non plus le temps de m'y... Voilà, je suis beaucoup plus passionnée par ce qui se passe au temps des sorcières et par voilà, les Mongols et puis voilà, par les peuples autochtones, par la nouvelle activation de terre hein, qui a eu notamment par les peuples autochtones en Australie. Oui, je suis beaucoup plus passionnée par ça que par ce qui se passe au niveau du Reiki. Hein, je vous le dis carrément. Voilà, c'est... Mais ça peut avoir un effet placebo. Je sais pas. Même si ça fonctionne.
Ah, mais écoutez, faut arrêter de parler du Reiki parce que c'est comme si vous me parlez de la Lune. J'ai jamais mis un pied, quoi. Donc, je veux bien vous parler de la Lune dans le sens, nous, avec quoi on travaille avec la Lune, avec les énergies de la Lune, mais je ne peux pas vous parler de ce que je ne connais pas. Je trouve ça c'est très intéressant. Et j'ai une distance par rapport à ça. Vous voyez? Après, les gens font tout qu'est-ce qu'ils veulent. Je trouve qu'à un moment donné, les gens doivent avoir leur liberté. Ils font tout qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, c'est un truc, j'ai mieux à faire, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire de ma vie. Notamment être avec vous ici ce soir. Vous voyez? Non, mais moi, je pense que toutes les énergies sont bonnes à prendre. Ah bah, allez-y, allez-y. Quelle que soit la pratique, que ce soit le magnétisme ou le reiki, moi, je pense que si les énergies sont bonnes, les énergies sont bonnes à prendre. Ah bah, allez-y. Vous savez, c'est comme les païens, hein, je vous disais tout à l'heure, moi, un dieu en plus, un truc en plus, allez-y. Pouf! J'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Moi, je vous dis simplement, je n'effectue pas de soins quand il y a du Reiki en même temps. Ça, c'est très clair. Oui, mais vous connaissez rien, c'est ce que vous dites. C'est bien pour ça. Je veux pas. Plus que ça. Donc, comment vous pouvez être aussi catégorique sur le Reiki? Ben, c'est parce que je ne veux pas m'y intéresser et il y a des choses fondamentales qui me gênent, dont ces espèces de maîtres spontanés. C'est tout. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Et pour votre information aussi, si vous essayez d'un peu d'aller sur Internet, ici vous avez Christelle qui fait aussi du shiatsu, donc voilà, donc ça c'est la lignée japonaise et la lignée médecine chinoise. On a 15 shiatsu. 15 shiatsu. Sur les 15, j'en fais que 3. Ce qui est déjà énorme, hein, je peux vous dire. C'est déjà énorme, sachant qu'on n'est pas tous d'accord sur les mêmes endroits des points d'acupuncture. Donc, voilà, ça veut dire beaucoup. Suivant les écoles, un coup vous appuyez là, et un coup c'est pas au même endroit. Bon, ok. Hein, bon. Dans nos 15 shiatsu, il y a énormément de respect dans nos écoles. Aucune école ne traite l'autre de secte. Dans le Reiki, vous avez un problème sectaire. Vous allez voir sur Internet. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit aussi. C'est aussi pour ça. Moi, des écoles de soins, chez les rebouteux, on ne traite pas les coupeurs de feu de secte ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Le chamanisme mongol, on ne les traite pas de secte, ils ne nous traitent pas de secte. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas. Voilà. Tout ça fait que je suis extrêmement à distance. Ce sont des choses qui me mettent la puce à l'oreille et pas dans le bon sens. Mais après, chacun fait comme il veut. C'est la liberté de chacun. Moi, je peux juste vous dire, ça, c'est des choses qui me... Voilà. Je ne trouve pas ça sain. Quand on fait partie d'une école de soins, l'école de soins d'à côté, on ne dit pas qu'elle fait une secte. C'est pas comme ça. Donc c'est qu'il se passe quelque chose. Moi, je m'intéresse beaucoup au Reiki. Ah bah, faites. Honnêtement, j'ai jamais entendu enfin, comme vous dites, une école de Reiki. Déjà, c'est pas une école. C'est... on ne sait pas ce que c'est. Non mais faites, madame. Vous savez, il faut mieux... C'est un chaman qui apprend à son élève à pratiquer le Reiki, et jamais j'ai entendu que... Allez-y, madame, j'ai jamais entendu allez-y. parler de secte dans ce mouvement-là. Et je m'intéresse aussi au magnétisme, parce que j'ai une amie qui est magnétiseuse, justement. Et, enfin... Allez-y, je pense que faites. vous avez une mauvaise image du Reiki, parce que vous ne connaissez pas. Bah écoutez, de la même façon que vous en avez une bonne, et c'est votre droit, je vous propose qu'on close ce sujet-là, parce que ça mène strictement à rien. Si, ça amène un débat. Oui, mais vous savez que le débat amène strictement à rien. Vous savez quand même. C'est un échange d'idées. C'est bien ce que je dis. C'est un truc qui mène... enrichissant. Non, c'est un truc qui mène strictement à rien. Alors on est là pourquoi? Ah bah, justement, par rapport à une conférence, et pas par rapport à un débat sur le Reiki. Ah non, voilà. Mais c'est pas sur le Reiki, c'est sur oui, bah, je vous le dis. C'est sur les énergies et sur les médecines parallèles. Là, moi, je suis là pour vous donner des informations, on est bien d'accord, mais aucunement pour entrer en polémique, et je ne rentrerai pas là-dedans. Il n'y a aucune polémique. Bah, justement, donc sujet clos sur le Reiki. Voilà, je trouve ça, c'est important. Voilà. Vous avez des questions? D'autres questions? Travaillez-vous également sur les chakras? Ah oui, bien sûr. Si vous voulez, la base de la médecine chinoise, c'est, à l'origine, c'est l'Ayurveda. Donc, c'est la médecine indienne. Donc, on travaille sur les chakras majeurs et sur les chakras mineurs. Donc, les animaux ont aussi leurs chakras, bien sûr. Et on travaille aussi, bien entendu, sur les poux chinois. Les mêmes.
pas forcément situés au même endroit, pas forcément les chakras principaux, oui, mais sur les chakras mineurs, pas forcément les mêmes nombres de chakras mineurs, et bien entendu, comme chez les humains, des points d'acupuncture, et pas forcément le même nombre de points d'acupuncture, et pas situés au même endroit. Voilà, donc on doit prendre la planche à chaque fois pour l'animal. On doit prendre, oui, on se doute bien qu'un chat, il n'a pas la même planche d'acupuncture qu'une tortue, quoi, hein, quand même. Voilà, donc voilà, donc faut apprendre à chaque fois les différentes planches. Ouais. Ouais. Ce qui explique que le métier de vétérinaire soit beaucoup plus compliqué que docteur, hein, parce qu'on a beaucoup plus d'espèces. Donc en médecine chinoise, c'est exactement la même chose. On a beaucoup plus d'espèces. Voilà, plus des mouvements qu'on peut faire avec une espèce, des mouvements qu'on ne peut pas faire. Les articulations, on peut les faire en angulation, notamment en boutage. Hein. Donc à chaque fois, on doit apprendre les différentes angulations. Et la médecine chinoise utilise des animaux, enfin des poudres de ceci, de cela. En pharmacopée, effectivement, ça peut, avec notamment des cornes de rhinocéros et des choses comme ça. Je ne vous cache pas que moi, non. Hein, ça, c'est même pas en photo non plus. Hein. Ça, pas du tout. Hein. En fait, la médecine chinoise n'a pas forcément un respect de l'animal, puisqu'il le tue en soigne l'humain. Oui, ou les animaux. Ou les animaux. Hein. Alors, effectivement, en pharmacopée, vous pouvez avoir des choses comme ça. Moi, j'utilise beaucoup plus la pharmacopée quand même, et les plantes qu'on a chez nous, et ces choses-là. Honnêtement, je n'utilise pas ça. Hein. Voilà. On n'est pas obligé d'utiliser ça. Il faut quand même être au clair. Hein. On a quand même le choix de nos prescriptions, si on veut dire ça comme ça. Hein. Heureusement. Hein. En sachant que plus on utilise des prescriptions qui sont du lieu où l'animal vit, plus nos prescriptions sont efficaces. Hein, comme pour le miel et tout ça, ou le vinaigre ou les huiles. Le lieu où le médicament a été produit par les plantes. Donc effectivement, là, pour rhinocéros, ours, tout ça, c'est pas trop, et heureusement. Hein, donc c'est pas trop ce qu'on utilise. Hein, on a le choix quand même hein, de ce qu'on veut donner comme médicament ou pas. Et effectivement, d'entretenir ou pas certains trafics. Effectivement, là, je vous rejoins. Nous avons notre rôle par rapport à ça. C'est bon? Tout à l'heure, vous avez parlé de Notre-Dame. Oui. Oui, c'est Notre-Dame, c'est notre déesse païenne. Hein? Voilà. Voilà. Et vous disiez qui symbolise la à terre. partir de l'incendie de Notre-Dame que la terre s'était réveillée. Moi, j'ai la sensation qu'elle s'était réveillée avant. Elle s'était réveillée avant, mais ce n'était pas forcément visible. Et il faut savoir que voilà, c'est le feu, l'eau, c'est les grands dégâts qui nous attendent. Et l'eau, encore bien plus que le feu. Le feu, c'est déjà dramatique, on a pu voir tous les feux, hein, et ça va continuer, mais l'eau, c'est dramatique. L'eau, ça s'arrête encore moins que le feu. Ouais. Ça inonde, ça monte. Et est-ce qu'on peut quantifier cette population païenne dans le monde? Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, par exemple, vous prenez les vaudous, parce que je pense que c'est un des exemples les plus représentatifs. La quasi-totalité de la population vaudou est chrétien catholique. Et a le culte vaudou en même temps. Donc, la plupart du temps, vous pouvez, les païens vont avoir une religion de départ, ou même encore pratiquer. Voilà, j'ai des connaissances païennes, elles peuvent aller à l'église et aller à la messe et aller à un enterrement chrétien et fêter Noël. Si vous voulez, c'est un truc en plus. Donc c'est assez difficile à comptabiliser dans le sens où ça peut tout à fait être d'abord incorporé dans une autre religion, tout en continuant une pratique païenne. Ouais. Un peu comme vous avez, alors on appelle ça des sectes musulmanes, par exemple les soufistes. Voilà. Mais à l'origine, il y a beaucoup de rites païens dans le soufisme. Voilà. Et les trans, des derviches tourneurs notamment. Ça, il faut reconnaître, c'est pas vraiment la religion du livre qui dit qu'il faut rentrer en transe pour se connecter à Dieu, quoi. C'est quand même. Donc il y a beaucoup de rites
qui ont été intégrés. La religion catholique, elle a notamment essayé de s'adapter un peu à tout, quoi. Hein. Ce qui a fait, par exemple, ça c'est historique et c'est assez drôle, ce qui a fait la chute, vous savez que les jésuites, c'était un mouvement chrétien très 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 puissant, les jésuites. Le pape avait fini par avoir peur des jésuites, hein, tellement ils étaient puissants. Et ce qui a notamment créé la fin des jésuites, enfin la perte de puissance des jésuites, ils étaient notamment responsables de l'évangélisation au Japon. Et au Japon, de par les cultes au Japon, ils ont parfaitement compris qu'aller dire que la mère du Christ, elle était vierge, ça allait pas le faire, quoi. Donc ils ont carrément supprimé la Vierge Marie de la Bible. Donc quand le pape s'est aperçu qu'il n'y avait plus de Vierge Marie dans la religion catholique telle qu'elle était expliquée au Japon pour que les Japon puissent accepter le catholicisme, là les jésuites, ils ont quand même un peu eu chaud à leur aube. Vous voyez? Donc la religion catholique ou toutes les grandes religions du livre ont été en capacité de naviguer, pour dire de coexister et de récupérer. Oui. Et d'exterminer, oui, comme chez les Tartares, par exemple. Hein, voilà, oui, il y a beaucoup de volonté d'exterminer, oui, c'est le mot exact, oui, c'est d'exterminer. Oui. Alors que les autres religions ont une tendance à accepter. Ouais. Et à faire côtoyer tout, en fait. C'est un truc en plus. Voilà. Vous dites que vous rentrez en télépathie avec les animaux, vous faites aussi avec les plantes? Oui. Il n'y a aucun souci pour le faire avec les plantes. Oui. Elles sont d'une réelle force et aussi d'une très très belle communication entre elles. Et elles donnent. Il ne faut pas oublier que leur vie est dédiée à nourrir et dédiée à soigner. Donc c'est une vie incroyable de dons. Oui. Donc de toute façon, les animaux le savent, hein, ça arrive, je pense aux chevaux, normalement j'ai encore eu un cheval la semaine dernière, il me disait je vais mieux parce que de ma fenêtre je vois un grand chêne et je suis copain avec le chêne. Et la propriétaire me dit bah oui c'est ça, à sa fenêtre de boxe il a un grand chêne. Et elle dit il est apaisé depuis qu'il est là, il est comme ça à la fenêtre. Je dis oui, il parle avec son pote, le chêne lui donne de la force, lui donne plein d'énergie. C'est un cheval qui a été lourdement blessé et qui faisait une déprime. Et il y a vraiment un échange entre l'arbre et le cheval. Et effectivement, il est moins déprimé et il va mieux. Donc les plantes apportent, les arbres apportent, bien sûr, il y a des échanges interespèces. C'est bon? Oui? Pour revenir par rapport au film, votre Corinne, quelque part, elle ne laissait pas partir son mari. Oui. Et au contraire, donc, du coup, par rapport aux religions païennes, à la croyance païenne, il faut non pas retenir en fait la personne qui est décédée, on a du mal à accepter la mort de quelqu'un, mais plutôt au contraire le laisser partir. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait, parce qu'il doit franchir les portes de l'autre monde. Chez les Égyptiens, c'est expliqué également, il faut franchir la rive du lac. Hein, les pharaons doivent franchir le lac, le fleuve. Hein, chez les latins, chez les grecs, hein, vous avez toujours le fleuve aussi, le Rubicon, voilà, il peut avoir différents noms vers ce passage, bien entendu. À partir du moment où on est énergie, c'est évident qu'une énergie ne peut pas mourir complètement, c'est pas possible. Une énergie ne subit que des transformations. Et donc automatiquement, l'âme va quitter le corps et va aller ailleurs. Et ça n'est pas aimer que de retenir l'autre, bien sûr. C'est un des problèmes du passage d'âme. Il y a beaucoup d'êtres qui sont comme ça, en errance ou en déshérence, parce qu'ils sont retenus par égoïsme, alors que leur temps sur Terre est terminé, leur temps dans la matrice terrestre est terminé, et ils doivent pouvoir naître à une nouvelle vie. Et c'est très malsain, c'est comme une femme qui ne voudrait pas accoucher. C'est pas sain du tout. Hein.
Donc voilà, aimer, c'est aussi laisser partir l'autre. Voilà, le monde païen nous apprend ça aussi, que rien ni personne ne nous appartient et que la terre ne nous appartient pas. Voilà, c'est ça les grandes règles. Ouais. Ne pas pleurer, ne pas être triste. Ah, je n'ai pas dit ne pas pleurer, ne pas être triste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... ça veut surtout dire qu'on ne doit pas être là pour retenir l'autre. Voilà. Et continuer de lui parler tous les jours, de lui préparer son petit déjeuner, enfin, j'en passe, hein. Quelquefois j'ai des animaux quand même qui me racontent des drôles de trucs, hein, qui se passent dans les maisons et que bien entendu je suis obligée de dire, quoi. Hein. Et donc effectivement, là, l'être ne peut pas aller vivre dans une autre dimension si tous les matins on lui dit bonjour, si tous les soirs on lui dit bonne nuit, et puis que tous les matins on lui prépare encore son petit déjeuner. Enfin, c'est... Et les personnes qui... j'ai vu un striptease, une émission striptease. Ouais, j'ai pas de télé. Non, mais c'est une émission qui relate ça, des faits de vie. Et dans ce reportage, dans cette vidéo, il y avait une dame qui avait empaillé son chien. Oui. Et qui le gardait donc à proximité de la table de la salle à manger, et qui le caressait en permanence, qui lui parlait. Oh là là, pauvre Loulou. Vous pensez quoi de bah, je trouve que c'est une maladie, quoi. Là, pour le coup, c'est une maladie. C'est maladif. C'est maladif. On a acheté un autre chien en foutant. Ah bah, pauvre Loulou, en plus. Ouais, chou. Ah oui, mais si vous voulez, là, on voit qu'on est sur des pathologies, quand même. Hein. Nous sommes là pour vivre avec le vivant et laisser en paix les morts. Voilà. Leur laisser continuer leur vie. Voilà. Et faire ce qu'ils ont à faire dans d'autres dimensions, parce que s'ils sont partis, c'est qu'ils ont fait leur apprentissage ici-bas. C'est aussi pour ça que sauver une vie ici-bas, c'est quelque chose de très problématique, parce que si c'est l'heure du départ, ça veut dire qu'on a cumulé suffisamment d'apprentissage pour pouvoir être libéré de la condition terrestre, qui est une prison dans un corps, et qu'on va enfin pouvoir être libéré de la prison corporelle. C'est ça, nos croyances païennes. Donc, vouloir continuer d'être enfermé dans un corps, il faut quand même reconnaître que c'est un peu bizarre. Voilà. Et donc là, cette libération-là, elle permet des accès à d'autres mondes et de continuer notre cheminement spirituel. Voilà. Ça, c'est nos croyances. Et donc, c'est l'évolution ensuite, l'âme évolue dans ça dépend de ce que vous avez fait. Si vous avez... la même expérience pour comprendre. Ah oui, vous pouvez revenir 36 fois pour vivre la même expérience. Oui. Il y en a qui sont loin à la détente. Hein. Ils reviennent. Donc, je vais dire ça simplement. Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce qu'un animal peut ensuite se réincarner en humain? Est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Oui. Mais est-ce que c'est une progression? Ah, l'humain est toujours en haut de la pyramide. Vous pensez que... Est-ce que... Ah, parce que vous pensez qu'être humain, c'est une progression? Waouh! Comprenez ce que je veux dire? Oui. Bonne réflexion. Hein. Il n'y a pas d'évolution. On peut se réincarner dans un humain et après dans une pierre. Dans une pierre, c'est plus compliqué, mais reprendre une condition animale, oui, tout à fait. Oui. Oui, il peut y avoir des conditions humaines et des conditions animales. Oui. Pour vivre différentes expériences, parce qu'on a à vivre différentes expériences. Oui. 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 Mais l'humain n'est pas en haut de la pyramide. Quoi. Tant qu'on croit ça ne fait pas partie de nos croyances. Voilà. On n'est surtout pas en haut de la pyramide. Au contraire, on est le plus destructeur. Donc, si on a un être tout en bas, c'est nous. Vous voyez, c'est l'inverse. Tout à l'heure, vous avez parlé des plantes, vous parliez avec les plantes. Oui, ils sont adorables, les plantes. Après, sur la Terre, il y a des montagnes. Oui, aussi, oui. Oui. Mais il y a différents mondes. Hein. Il y a différents mondes. Hein. On a les mondes, effectivement. Dans la forêt, on les voit, oui. Oui, vu qu'on fait des passages d'âme, on est obligé de les voir pour voir qu'ils sont encore là. Enfin, voilà. Donc oui. Les différents mondes s'entrecroisent et se côtoient. Tout ce qui est gnome, forcément, les païens ont des transmissions avec eux. Avec quoi? Avec
tout ce qui est même les êtres de la nature. Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, vous êtes toujours, Oui, les pierres, les lutins, on n'a pas de souci avec ça, d'autant qu'on a nos voyages, hein, donc vous voyez, il y a les trans aussi à côté. Donc, Les fées, pareil. ouais, moi j'ai pas de fée, mais... Parce que moi j'en ai côté de moi, donc c'est Ah oui, mais ça c'est autre chose. oui. Mais oui, les différents mondes se côtoient. C'est ça qu'il faut essayer de se dire. Les différents mondes se côtoient. Et dans l'univers aussi, hein, il y a différents mondes, il y a différentes expériences à vivre. Voilà, on n'est pas le seul monde en vie. Voilà, c'est aussi la prise de conscience de ça. Hein. Voilà. Oui, enfin, vous savez, quand on travaille en communication animale et en guérison, et puis qu'on voit les résultats sur les animaux, voilà, on est bien obligé de constater qu'il se passe quelque chose. C'est pas, il faut pas oublier que être païen, c'est des croyances simples. Moi, je crois que ce que je vois, et ce qui se passe, c'est que quand on le fait, ça marche. Donc, du coup, je suis bien obligée de le croire parce que je le vois. C'est pas une croyance en disant... voilà, Dieu il est bon, mais il autorise la guerre, pourquoi? Non, c'est pas du tout ça. On pose les mains, on pose un acte, et on travaille avec la sonothérapie, on travaille avec la voix, et on passe des messages de guérison, et ça va mieux. Voilà, il y en a plusieurs voilà, ici qui connaissent ma pratique et comment on travaille. Moi, je peux que constater des améliorations de santé. C'est du constat. C'est quelque chose de simple. La foi simple des gens simples qui ne croient qu'à ce qu'ils voient. est-ce que vous entendez? Parce que Ah oui, bah j'en vis, bah oui. Mais vous pouvez aussi entendre... Oui, j'ai tout. Moi. J'ai la clairaudience. Oui. En télépathie, on a tout. Hein. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas seuls. Il y a de toute façon, vous savez, là, il y a de plus en plus de choses qui vont être mises à nu. La Terre est en train de changer au niveau énergétique. Les glaces fondent. D'accord. L'homme, par sa pression démographique, creuse de plus en plus la Terre pour bâtir ou pour rebâtir. Enfin bon, voilà. Donc, vont être déterrés de plus en plus de secrets. C'est évident. Et là, si vous suivez un petit peu les informations, je ne parle pas des informations à la télé, hein, parce que moi, là, j'en ai pas, donc je ne peux pas vous parler de ce que je ne connais pas, pareil que tout à l'heure, voilà, mais je peux vous dire, allez, toutes les semaines, il y a des découvertes sur des peuples anciens, toutes les semaines, il y a des découvertes sur des squelettes, sur des tombeaux, c'est toutes les semaines. Et là, on est sur un rythme qui s'accélère vraiment. Voilà. Pareil pour les inondations, pour le feu, on est vraiment sur un rythme d'accélération. On est juste obligé de le constater. Pareil, c'est pas une croyance, c'est pas un truc. On est obligé de le constater. Il n'y a pas une semaine sans une découverte. C'est bon? Bon, voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Je vous souhaite un bon retour. Et merci à Lucille encore une fois. Merci à vous. Bonne soirée à vous.